Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle de finances, d'économie, de politique et de géopolitique vue sur un prisme africain. Et comme je vous ai promis la dernière fois, on va commencer à faire des vidéos de manière régulière et ma discipline est de retour. Après avoir parlé de la Chine, de l'influence de la Chine, de l'emprise de la dette de la Chine en Afrique, après avoir parlé de la France et son addiction à l'uranium du Niger, aujourd'hui on va parler de la Russie. On va parler de la Russie parce que la Russie c'est un pays prenant sur le continent africain qui essaie de s'établir, un pays qui a occupé l'espace géopolitique africain avec les États-Unis lors de la guerre froide, les blocs l'URSS dans le temps, et avec les États-Unis, et qui à la fin des années 90 s'est complètement désengagé du continent africain. Donc on va parler aujourd'hui de la Russie. Bienvenue sur Why Not in Africa. Alors, nous sommes de retour. Si on vous parle du Mali, du Burkina, de l'Égypte, de l'Ouganda, du Mozambique, ces pays qui somme toute, ne vous évoquent rien ensemble, ont un facteur commun, c'est la recrudescence des relations diplomatiques avec la Russie, ainsi que des relations économiques. La Russie s'installe de plus en plus après son désengagement dans les années 90, suite à la chute de l'Union soviétique en Afrique. Depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Vladimirovitch Poutine au pouvoir dans les années 2000, suite à la démission de Yeltsin, la Russie a d'abord fait une chose, se renforcer de manière économique à l'interne, de pouvoir développer, projeter sa puissance dans son espace commun, qui est l'espace des ex-États soviétiques, et ensuite de pouvoir exporter sa puissance et se projeter vers des territoires dont toutes les puissances occidentales essaient de s'accaparer, donc l'Afrique. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'analyser la présence de la Russie en Afrique sur plusieurs prismes. Le premier prisme, ben, simplement les relations bilatérales, donc l'économie. Suite au premier sommet de Sochi les 23 et 24 octobre 2019, organisé par la Fédération de Russie avec la présence de plus de 44 pays, 44 chefs de gouvernement africains, la Russie a fait une sorte de retour fracassant sur les relations géopolitiques avec l'Afrique. En fait, le sommet de Sochi, c'était un coming back de la coopération de la Russie avec les pays africains au vu de leur développement commun. Et on a pu assister à la signature des contrats tels que des contrats d'armement, parce que oui, la Russie, c'est le deuxième exportateur d'armement derrière les États-Unis de par le monde. Et hormis son client indien, nous avons des clients principalement africains comme l'Égypte, comme l'Algérie, qui sont des gros importateurs d'armes russes. Parmi ces armes, nous avons le Sukhoi 30, nous avons les Su-25, l'un des seuls avions d'attaque avec l'A-10 américain. Nous avons aussi tout ce qui concerne les technologies sous-marines, sous-marins nucléaires ou sous-marins de classe normale, l'équivalent des classes kilo, les sous-marins diesel. Nous avons tout ce qui concerne aussi des frégates russes, ainsi de suite, et surtout le système de défense S-300, S-400 et S-500 russes. Donc, ça veut dire que tout le complexe militaro-industriel russe était présent au sommet de Sochi de 2019 pour pouvoir développer des relations justement économiques. Donc, la Russie est très présente. Et il y a aussi un sommet qui va être organisé cette année, fin juillet, si on ne se trompe pas, la date n'a pas encore été communiquée par le Kremlin et organisée par la Fédération de Russie. Cette fois-ci, le sommet se déroulera à Saint-Pétersbourg. Donc, ça veut dire que la Russie fait un retour fracassant sur les relations bilatérales. Et comment cela se manifeste? On a parlé de l'armement. On a aussi parlé de Rosatom, qui est le premier constructeur de centrales nucléaires au monde. Le premier constructeur de centrales nucléaires au monde. Et qui, donc, ces dernières centrales n'ont pas subi un flop comme ceux de EDF et aussi d'Areva en France. Donc, vraiment, Rosatom a gagné plusieurs contrats en Afrique, dont le contrat avec l'Égypte qui est en cours. Plusieurs contrats aussi en Turquie, mais surtout aussi des mémorandums d'accord, des mémorandums d'accord avec l'Ouganda et plusieurs autres pays qui souhaitent construire des centrales nucléaires civiles. Donc la Russie est de retour et ce futur sommet qui est à Saint-Pétersbourg, malgré le fait qu'en pleine crise ukrainienne, est le facteur prépondérant qui montre que la Russie est de retour en Afrique. Alors, le groupe Wagner, c'est un groupe paramilitaire russe privé
qui est présent dans plusieurs pays africains. Ils sont présents au Mali, au Burkina, en Libye, au Mozambique, en Angola, au Soudan, au Tchad et en Centrafrique. Ce groupe est tellement présent en Afrique qu'il commence à poser des questions sécuritaires auprès des puissances occidentales. Le groupe Wagner, c'est une manière de la Fédération de Russie de s'engager sur les territoires africains sans forcément engager ses forces personnelles dans une armée régulière, sans forcément avoir ce qu'on appelle des bases militaires traditionnelles telles que les pays français et des bases militaires secrètes telles que les Américains dans le Sahel. Le groupe Wagner, la plupart des contrats signés avec le groupe Wagner sont sous l'égide, bien sûr, des représentations diplomatiques russes sur les territoires africains, mais principalement, il y a un mode de troc qui se passe. En gros, la plupart des représentants du groupe Wagner sont là pour sécuriser certaines parties du territoire, certains retours stratégiques des pays africains, certaines villes stratégiques aussi, et en contrepartie, ils sont payés sur le domaine minier. Donc, le groupe Wagner, vous allez retrouver plusieurs scandales comme quoi il contrôle certaines mines de diamants en République centrafricaine, il contrôle certaines mines d'uranium et aussi de ressources stratégiques d'or au Mali, ainsi de suite. C'est la manière dont ces pays ont pu se protéger. En contrepartie de cela, le groupe Wagner incite aussi les pays dans lesquels ils se sont installés à faire affaire avec le complexe militaro-industriel russe par l'achat de plusieurs équipements. D'où l'avènement de plusieurs acquisitions de matériel russe par l'armée malienne, qui en a fait des choux grasses à la presse et qui ont présenté ça de manière comme une gloire, comme la renaissance de l'armée malienne, qui est capable dorénavant de sécuriser son territoire avec le matériel russe qui est somme toute de très bonne qualité. Parce que je signale toujours, chers internautes, quand vous entendez dans les médias occidentaux, on dit comme quoi le matériel russe n'est pas de bonne qualité. Si un pays comme l'Inde, qui s'arme depuis des décennies avec du matériel russe, il y a bien une raison. Donc oui, plusieurs cas hélicoptères d'attaque, les Mi-28, les anciennes générations, pas les nouvelles générations, plusieurs Sukhoi 25, qui sont les avions d'attaque, ont été achetés par l'armée malienne pour cela. Autre exemple aussi, on est aussi au niveau du Mozambique, où Wagner contrôle les zones qui ont été nouvellement découvertes, comme quoi possédant d'énormes gisements de gaz. Wagner y est présent aussi, parce que les groupes comme Lukoil, Rosneft aussi et Gazprom, ils sont présents. On a aussi appris la présence du groupe Wagner en RCA, au Burkina et en Guinée. Donc, le groupe Wagner est un peu plus présent dans les pays dans lesquels la diplomatie russe est active. S'il va de soi, hein, ils sont là pour sécuriser et les intérêts des pays avec lesquels ils signent des contrats pour avoir des contrats privés et aussi les intérêts de la Fédération de Russie. L'autre point important de la présence de la Fédération de Russie en Afrique concerne la politique alimentaire. On a tous été éberlués par la présence, au tout au début du conflit russo-ukrainien, par le voyage de Macky Sall, qui était en ce moment-là le président de l'Union africaine, qui allait voir Vladimir Poutine au bord de la mer Noire à Sochi. Eh bien, il allait le voir pour la crise alimentaire, pour demander un accord de manière rapide entre l'Ukraine, la Russie et l'ONU pour la livraison des céréales russes actuellement en Afrique. L'Afrique est énormément dépendante des céréales russes. Alors, ces céréales sont hyper importantes pour la souveraineté alimentaire africaine parce qu'on a besoin, comme un pays comme le Sénégal dépendait en 2022, je ne sais pas la situation actuelle, de presque 80% des importations de céréales russes. Et pas plus tard qu'avant-hier, lors du sommet préparatoire du sommet des chefs d'État à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a prononcé un discours dans lequel il garantissait aux pays africains l'approvisionnement en céréales, peu importe que l'accord entre l'ONU, l'Ukraine et la Russie soit signé ou pas. Ça, c'est un pas en avant parce qu'on sait que la Russie est le premier exportateur, pas producteur, faites attention, premier exportateur de céréales au monde. Ils ont presque 150 millions de tonnes produites, ce qui dépasse même les records durant l'Union soviétique. Donc la Russie a une arme géopolitique énorme qui est l'arme alimentaire, toutes sortes de céréales en fait, hein, et pas juste des céréales aussi. Donc l'arme alimentaire est très présente en Russie et ça permettrait à la Russie d'avoir un pied-à-terre dans les pays africains. Le dernier élément, le dernier levier de la présence de plus en plus accrue de la Russie en Afrique sont les BRICS. Comme vous le savez tous, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud ont déposé leur candidature pour accéder aux BRICS. Les BRICS, c'est un groupe de pays, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde,
et South Africa, qui est l'Afrique du Sud, qui sont les membres fondateurs des BRICS. C'est un pôle de pays qui étaient émergents dans le temps, quand cela a été créé, qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer une sorte de paravent, une sorte de contre-attaque au G7 qui était dominé par les pays occidentaux. Alors les BRICS maintenant sont de plus en plus puissants parce que ça représente quasiment 40% de la population mondiale. Et juste les BRICS et leur puissance économique de plus en plus grandissante avec l'implantation de l'économie chinoise de par le monde et aussi de l'économie indienne qui est de plus en plus en croissance et avec des tigres tels que l'Inde et aussi l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui sont actuellement en pleine expansion économique malgré l'agonie des puissances occidentales. Alors les BRICS sont un levier aussi pour la Russie parce que plusieurs pays africains ayant demandé leur accès aux BRICS, ils ont essayé de demander d'entrer de manière tacite dans l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est un équivalent du FMI bis. On le sait que la Chine qui chapeaute cette organisation, principalement à Shanghai, est un pays levier et un pays très allié à la Russie. On a constaté tous avec le voyage de Xi Jinping en Russie, qui soi-disant est allé proposer un accord de paix qui était déjà validé par Moscou, mais qui, au lieu d'aller aussi à Kiev pour voir aussi le président Volodymyr Zelensky, il n'y va pas, il envoie juste un courriel, il se parle par vidéoconférence. Qu'à cela ne tienne, la Chine est prépondérante quand même dans cette zone parce que la Chine a quand même réussi à faire rapprocher l'Arabie Saoudite et l'Iran ces derniers temps, qui étaient deux frères complètement ennemis, un chiite, l'autre sunnite. Ça, c'est une autre histoire. Alors oui, les BRICS sont aussi un levier parce que tout ce qui intègre les BRICS intègre de manière tacite des principes des BRICS. Les BRICS, ce n'est pas une organisation un peu équivalent du G7 qui préconise les droits de l'homme, et ainsi de suite, une gouvernance. Les BRICS sont quasiment assez autonomes dans leur manière de gérer leur pays. C'est une sorte de coopération purement économique qui n'a pas mis de l'avant des soi-disant critères de convergence en termes de droits de l'homme et de démocratie, ce qui est un peu différent du G7. Donc oui, la Russie utilise ce dernier levier comme arme puissante pour les pays africains. Les minerais stratégiques sont l'autre point d'ancrage de la Russie en Afrique. Vous avez pendant très longtemps, hormis les majors européennes, occidentales, qui entraînent dans les pays africains, surtout pour le pétrole et le gaz, Eni jouait le rôle de troupe de fête. Eni, c'est la compagnie hydrocarbures italienne qui offrait des conditions très favorables lorsqu'ils signaient des contrats. D'où la présence d'Eni énorme en Libye. On peut clairement dire que l'Italie a perdu énormément avec la sortie d'Eni, avec la chute de Muammar Kadhafi. Alors les groupes comme Lukoil, les groupes comme Transneft, les groupes comme Gazprom, ainsi de suite, sont des groupes qui sont de plus en plus présents en Afrique pour pouvoir diversifier le partenariat et pour pouvoir avoir la même mise aussi sur les ressources stratégiques africaines. On le sait dorénavant que Lukoil a signé un contrat avec le Cameroun pour pouvoir participer à la refondation de la raffinerie de la Sonara pour la mettre aux normes, pour pouvoir permettre à la Sonara de raffiner le pétrole camerounais. Mais Lukoil aussi participe aussi à plusieurs projets gaziers au Cameroun, dont l'un majeur qui a été signé dernièrement, où le gaz va être extrait des côtes camerounaises, pas loin de la frontière et la Guinée équatoriale, mais raffiné à la centrale gazéifié à la centrale de gazéification d'Europa à Malabo. Alors oui, la Russie est de plus en plus présente dans le continent africain, c'est comme ça qu'ils ont fait leur retour. Et l'un des avantages principaux que vous devez retenir sur la présence de la Russie en Afrique, c'est principalement le fait que la Russie ne pose pas de conditions. Les Russes viennent, ils font leur business, ils font ce qu'ils ont à faire, ils s'en vont chez eux. Ils ne sont pas là pour demander aux pays africains d'avoir des critères de convergence, la démocratie. Quand le président russe ou Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, arrive en pays africain, il ne reçoit pas les membres de l'opposition, ainsi de suite. On peut se plaindre que ce soit bien, que ce soit mauvais. Ça reste un fait que les Russes ont décidé d'axer leur coopération avec les pays africains de cette manière. Alors, en résumé, on a l'arme alimentaire. Nous avons l'arme des sommets, l'arme économique. Nous avons l'arme aussi des minerais stratégiques. Nous avons l'arme de la puissance militaire aussi russe et l'arme alimentaire que les Russes utilisent pour pouvoir s'implanter en Afrique. Bien évidemment, il s'agit des secteurs stratégiques dont les pays africains ont besoin. Maintenant, tout dépend de comment est-ce qu'on compte
on compte faire face à cela, mais c'est parfait pour cette opportunité africaine parce que les pays africains ont besoin de diversifier leurs partenariats. Il y a un autre partenaire qui commence à devenir de plus en plus important, un pays africain qui est la Turquie, ce qui fait l'objet du prochain numéro de Why Not in Africa. La Turquie commence à être de plus en plus présente et la Turquie développe des partenariats très stratégiques et très orientés. Pour ceux qui ne savent pas, le nouveau stade du Sénégal, où s'est joué le match de qualification Sénégal-Égypte, a été joué dans un stade construit par les Turcs. Alors la Turquie, ce sera l'objet du prochain numéro, mais on peut retenir que la Russie a plusieurs leviers d'entrée sur le territoire africain qui devient le territoire de prédilection maintenant pour les puissances montantes et les puissances mourantes aussi, pour dire les puissances occidentales. Parce que la secrétaire d'État Yellen était au Ghana dernièrement. Nous avons aussi le Premier ministre turc qui était en Afrique dernièrement, aussi en 2022. Sergei Lavrov n'arrête pas de faire des tours en Afrique aussi pour se garantir la présence de plusieurs leaders africains au sommet de Saint-Pétersbourg, parce que c'est très important pour les Russes. Donc tout le monde vient en Afrique pour pouvoir se développer. On a aussi le ministre des Relations extérieures chinois qui vient aussi de temps en temps chez nous aussi pour pouvoir signer des partenariats stratégiques, même si la Chine, somme toute, est de plus en plus avancée. Et la dette africaine détenue par la Chine est déjà plus élevée que la dette africaine détenue par le Club de Paris. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. On va forcément l'étoffer dans un live bientôt pour voir vraiment le rôle spécifique de la Russie en Afrique. Vous êtes les bienvenus sur Why Not in Africa. Surtout, abonnez-vous, inscrivez-vous, c'est très, très, très important. Ça va permettre de faire vivre la chaîne. Et surtout, vos commentaires, vos likes et les débats sur les prochains sujets à présenter vont permettre de faire vivre cette chaîne qui doit, somme toute, me motiver et me permettre en même temps d'être discipliné. Alors, une fois de plus, restez zen.